Alors bonjour, je m'appelle Frédéric Assagno, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça fait vraiment une entrée TEDx, ça va pas être très TEDx quand même. Merci d'être là, moi je suis très content, j'allais régulièrement à Grignon, et donc c'est la première fois que je viens à l'agro ici. C'est plus moderne, hein, c'est moins champêtre, et donc je suis très content de visiter vos nouveaux locaux. Alors, je vais vous parler de bulles. Et donc on va essayer tout de suite de voir si on arrive à en faire une, parce que ça va fixer un peu le cadre de cet exposé. C'est-à-dire si j'arrive pas à faire de bulles du tout, ça vous montrera à quel point je suis un expos scientifique. Wow. Donc on y arrive. On va essayer d'en faire une deuxième. Et donc la motivation, c'est comprendre ces objets-là. Voilà la motivation de cet exposé. Et donc on va essayer de comprendre un certain nombre des choses qu'on peut voir avec cet objet-là. Alors, je m'appelle Frédéric Assagno, je suis directeur de recherche au laboratoire de physique des solides. Alors, je suis complètement perdu, mais pas très... Là, merci. De l'autre côté de la 118, c'est un labo de l'université Paris-Saclay. Donc moi, je suis directeur de recherche au CNRS et on travaille sérieusement sur les bulles au laboratoire avec ma collègue Emmanuelle Rio. Et il y a quelques années, on a été contacté par Slash Bubble, qui est un artiste qui vit des bulles, enfin nous aussi en quelque sorte, qui vit des bulles et qui habite Massy. Il nous a écrit, il a dit vous faites des bulles, je fais des bulles, il faut qu'on se rencontre. Et suite à ça, on a organisé 2 colloques qui mélangeaient des scientifiques et des artistes qui faisaient des bulles, et on a essayé de travailler ensemble à la définition d'un certain nombre de projets scientifiques qui permettent de répondre à des questions de physique ou de physico-chimie, et qui répondent aussi à des questions d'artistes. Donc je vais vous montrer une ou deux choses qu'on a faites ensemble. Alors quand vous avez la version chic du séminaire que je vais vous présenter aujourd'hui vous avez la version low cost du séminaire, mais je vais essayer de faire quand même les choses correctement. On fait le séminaire à 2 ou 3 voix, c'est-à-dire qu'on peut être tous les 3. Et évidemment, quand c'est lui qui fait les bulles, c'est un peu mieux que quand c'est moi qui fais les bulles, quoi. Mais on va quand même essayer de faire des trucs sympas. Donc moi, des bulles, c'est une partie de mon activité. Vous voyez, si vous regardez toutes mes activités de recherche, les bulles de savon, c'est ça. Ici, on tire un cadre d'un film de savon. Mais sinon, je fais des expériences de mouillage, d'adhésion, de friction. J'ai travaillé sur une expérience qui est assez jolie, qui est, si vous prenez 2 annuaires, vous pouvez faire ça quand vous sortez ce soir, prenez 2 livres, parce que vous avez, les annuaires c'est un peu has-been, prenez 2 livres, vous mêlez les pages une par une comme ça, et vous essayez de séparer les pages, et vous verrez que vous ne réussissez pas à séparer les pages. Et donc on a travaillé à comprendre comment la force qui tient les 2 livres ensemble dépendait du nombre de pages, du coefficient de frottement, etc. Mais c'est pas ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler, c'est de bulles. Et je vais commencer par une question que je vais vous poser. Quelle est la forme d'une goutte de pluie? Alors, là, vous allez me dire oui, on l'a déjà fait, etc. On va voir quand même. Qui pense que c'est la première forme? Vous êtes bien éduqués, vous sortez des meilleures écoles, vous avez fait des bonnes prépas. Qui pense que c'est la forme qui est là? Qui pense que c'est la forme qui est là? Ouais, pas mal. Et qui pense que c'est la forme qui est là? Là, vous avez tous eu un cours de capillarité. On va revenir sur la capillarité. Donc tous, vous avez dit ça, et on va voir si c'est vrai. On va voir si c'est vrai, et pour savoir si c'est vrai, pour comprendre si c'est vrai, la première chose qu'on va faire, c'est parler tension de surface ou tension superficielle. Donc c'est une notion que vous avez sans doute pour certains d'entre vous déjà vue, ou pour tous entre vous, mais c'est pas grave, on va y revenir un tout petit peu. Et le principe de la tension de surface, c'est l'idée que les molécules d'eau sont des animaux sociaux. Et donc les molécules d'eau, elles aiment être entourées par des molécules de même nature chimique. Et ça, en raison du fait qu'il existe une interaction attractive entre les molécules, qui est l'interaction de Van der Waals. Pour des liquides simples, et puis ça peut être une interaction hydrogène, métallique, ionique, etc., suivant les situations, mais vous avez toujours des interactions attractives, parce que si vous n'avez pas d'interaction attractive entre les molécules, vous n'avez pas de phase liquide. Vous avez une phase cristal, une phase gaz, mais pas de phase liquide. La phase liquide, elle est liée à l'existence d'interactions attractives entre les molécules. Donc, vous avez des interactions attractives, et si vous mettez une molécule à l'interface, bien, elle a moins de voisins, donc elle subit moins de
moins d'attraction de la part des molécules voisines, et ça a un coût, puisque essentiellement vous cassez des molécules. Et ce coût, donc cette énergie qu'il faut payer pour mettre une molécule à la surface, c'est la tension de surface. Alors plus précisément, la tension de surface, c'est l'énergie qu'il faut payer par unité de surface pour créer une interface comme ceci. Alors si on essaye de mettre des ordres de grandeur sur ce que c'est que la tension superficielle, ben, c'est une énergie divisée par une surface. Alors si on essaye de regarder à l'échelle moléculaire qu'est-ce qu'il faut mettre, ben, il faut mettre une énergie de liaison, parce que typiquement on casse des liaisons quand on met une molécule à l'interface, et c'est cette énergie de liaison divisée par la taille d'une molécule. Donc si on fait ça, est-ce que ça marche? Ben, si on prend par exemple une liaison de Van der Waals, donc 15 kJ par mol, donc si vous prenez 15 kJ par mol, vous divisez par le nombre d'Avogadro, ça vous donne l'énergie d'une liaison, et vous divisez par la surface d'une molécule, et vous dites que en gros les molécules c'est des objets des carrés de 1 nanomètre par 1 nanomètre, voilà, ça vous donne une tension superficielle de 25 millijoules par mètre carré. Donc si on fait un argument simple, ça doit coûter ça de fabriquer de la surface à la surface d'un liquide. Alors c'est vraiment un peu grossier comme approximation, mais on peut regarder les vrais ordres de grandeur. Bah, si vous regardez l'octane, l'ordre de grandeur, la vraie valeur de la tension superficielle, c'est 22 millijoules par mètre carré, donc c'est pas si mal. L'acétone, c'est 24, donc c'est pas si mal. Donc vous avez cette estimation vraiment grossière, là, une énergie de liaison divisée par la surface d'une molécule, ça donne le bon ordre de grandeur. Alors ça marche pas terrible pour l'eau, alors ouais, c'est quand même l'ordre de grandeur, mais il y a un facteur 3 pour l'eau, et l'eau, la raison elle est simple, vous la connaissez, c'est que dans l'eau, il n'y a pas que des forces de Van der Waals, il y a aussi des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes, elles sont plus fortes, typiquement 2-3 fois plus fortes que les liaisons de Van der Waals, et donc c'est normal à la fin qu'on trouve une tension superficielle plus grande. Alors le mercure, le mercure évidemment, ça c'est out of the game, hein, c'est 20 fois plus que l'octane, et ça vous comprenez aussi pourquoi. On a dit que c'était une énergie de liaison. Le mercure c'est un métal, ce qui tient les molécules entre elles, c'est des liaisons métalliques, c'est plus des liaisons de Van der Waals. Les liaisons métalliques c'est beaucoup plus fort que les liaisons de Van der Waals, donc la tension de surface est beaucoup plus grande. Donc tout ça marche bien, et le cas de l'eau savonneuse, on reviendra plus tard sur l'eau savonneuse, mais on peut garder l'ordre de grandeur que l'eau savonneuse c'est à peu près pareil que les alcanes. D'accord? Donc c'est moins que l'eau et à peu près pareil que les alcanes. Alors, si on comprend que la tension de surface, c'est le fait que des molécules qu'on place à la surface, elles sont mécontentes parce qu'il faut payer de l'énergie pour les mettre à la surface, alors on a une première idée de quelle va être la forme d'une goutte d'eau. Et on peut comprendre ça en regardant la forme de cet amas de pingouins sur une banquise. Et si on regarde ces amas de pingouins sur la banquise, alors il y a lui qui n'a rien compris, qui est en dehors de l'amas, donc lui il est vraiment pas content, mais il y a des positions qui sont un peu défavorables. Celui-là, là, qui est à la pointe, on sent bien qu'il va se geler un peu les miches, alors que ceux-là, ils sont pas si mal, enfin, ceux-là sont très bien, ceux-là sont pas si mal, et donc on comprend naturellement que, en gros, il ne faut pas créer de pointe, il faut faire un objet qui est le plus rond possible pour équilibrer l'énergie qu'on paye sur l'ensemble des molécules. Et donc, naturellement, si on doit juste minimiser la tension de surface, la forme d'un objet à 3 dimensions, ça doit être rond. Et si on regarde une goutte d'eau qui tombe, voilà des images obtenues à la caméra rapide par David Quéré, c'est rond. Donc là, la plupart d'entre vous disent bah ça, je le savais cette histoire, je le savais, je l'avais déjà vu, j'avais eu ce cours de tension superficielle, on nous avait dit il faut minimiser la surface, alors vous l'avez peut-être dit un peu différemment de ce que je vous ai dit, on vous avait dit la forme qui minimise la surface à volume donné, c'est la sphère, et donc pour minimiser la surface, les gouttes d'eau vont prendre une forme sphérique. Donc c'est effectivement ce qu'on trouve ici sur cette image faite par David Quéré, cette image de la caméra rapide faite par David Quéré. Et d'ailleurs, dans le cours d'astronomie populaire de Camille Flammarion de 1881, il dit la forme d'une goutte, la forme simple par excellence, en vertu même de cette loi d'attraction, et la forme sphérique, c'est celle que prend une goutte d'eau, une goutte de mercure livrée à elle-même. Donc vraiment, fin du 19e siècle, on sait ça, la forme d'une goutte d'eau, c'est sphérique. Alors, on va questionner ça parce que quand même, un certain nombre d'entre vous ont dit mais la forme d'une goutte d'eau, il y en a qui me l'ont dessinée ronde comme ça, allongée comme ça, personne n'a dit pointu, on pourra revenir sur pourquoi personne n'a dit pointu, mais est-ce que ça c'est toujours vrai? Alors on va progresser dans la compréhension de la tension de surface, et on reviendra là-dessus. Pour comprendre bien la tension de surface, on aura besoin de cette idée-là.
Et on peut faire cette expérience suivante qui on fabrique un film de savon. Je pourrais faire la manip, mais c'est mieux sur une vidéo, ça se voit mieux. Donc on fabrique un film de savon sur un cadre rectangulaire. Alors à nouveau, vous avez peut-être fait cette expérience. Vous avez une tige métallique, un film de savon à gauche et à droite. C'est un peu long. Il faut meubler. Vous voyez des couleurs ici, et là, vous percez à droite, et vous voyez que la tige qui ici était mobile se déplace de la gauche vers la droite. Et ça, on peut le comprendre de deux manières. La première manière avec laquelle on peut le comprendre, c'est de dire, si la tige est libre de se déplacer, alors le fait qu'on veuille minimiser la surface de la partie de gauche fait que, pour minimiser la surface, donc minimiser l'énergie, il va avoir une force qui déplace la tige de la gauche vers la droite. Donc là, j'ai déjà changé un tout petit peu la manière dont je parlais de la tension de surface. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a à peu près 1 minute, je disais que la tension de surface c'était une force par unité de surface. Et là, je vous dis que sur cette tige-là, au début, il y avait deux forces, une force F, une force moins F. Quand je casse à droite, il n'y a plus qu'une force F et la tige se déplace. Et je suis en train de vous dire que la tension de surface, gamma, c'est une force par unité de longueur. Et la longueur, en l'occurrence, c'est la longueur du contact entre le liquide et la tige ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire que la tension de surface est une force dans le plan des interfaces. On peut dire que c'est une force qui tend à minimiser la surface. Et puis on peut dire que c'est une force qui est mesurable. Parce qu'on voit très bien que si je regarde la dynamique de cet objet-là, je peux écrire le PFD sur la tige. Et si j'écris le PFD sur la tige, je peux déduire la tension de surface juste en filmant avec une caméra le mouvement de cette tige. Donc là, on peut faire de la mécanique et c'est un effet qui est macroscopique, qui est mesurable. Et c'est un effet qui est important. Et c'est vraiment là cette idée à la fois que c'est une énergie par unité de surface ou une force par unité de longueur qui permet de comprendre l'ensemble des expériences qui font intervenir des bulles et des mousses dans la vie de tous les jours. Alors, je vous ai dit, j'ai commencé à vous dire, ouais, mais la bulle, est-ce qu'elle est vraiment ronde ou pas, etc. Donc voilà une autre photo, donc c'est toujours une image faite par David Quéré, donc c'était l'époque où c'était le début des caméras rapides, et donc c'est une expérience, alors c'est une fausse goutte de pluie, c'est une expérience qu'il a réalisée avec des doctorants quand il était au Collège de France. Donc l'expérience, je vous la décris, il y a 2 doctorants au 5e étage du Collège de France, un doctorant au 1er étage du Collège de France avec une caméra rapide. Il hurle, vas-y, balance le seau d'eau, il balance le seau d'eau et il filme la goutte d'eau qui est en train de tomber. Alors, si on fait ça, donc déjà les gouttes d'eau, elles sont moins rondes, hein, et vous voyez que on a vu deux choses, on a vu l'espèce de forme de méduse, donc si on balance une grosse goutte de... Alors, si on balance un gros seau d'eau, ça c'est pas une goutte de pluie, alors elle va se rompre en plein de petites bulles, petites gouttes, pardon, et quand on a les gouttes, vous voyez qu'il y en a certaines qui sont plus rondes du tout. Donc quand même, cette idée que vous avez tous répondu comme un seul homme parce que vous êtes bien élevés, que les gouttes de pluie sont rondes, c'est pas si vrai. Alors je sens qu'il y en a qui disent ouais mais bon, là moi je parlais de gouttes de pluie, là il nous montre un seau d'eau qui est lancé du 5e étage, ça je sais bien que c'est pas une goutte de pluie. Alors, les vraies gouttes de pluie, comment elles sont? Les vraies gouttes de pluie, il y a des manips, alors ça date de 1959, vous le voyez pas bien, donc c'est des manips, là c'est pas la caméra rapide, hein, c'est un peu plus chiant comme manip, vous avez des mecs qui regardent vraiment la pluie en train de tomber, c'est la vraie pluie, ils ont des appareils photo argentiques, hein, je veux dire, ils ont des petits... 1959, il n'y a pas encore de laser vraiment partout, donc ils ont un petit faisceau lumineux, quand la goutte passe, elle déclenche, ça obture le faisceau lumineux, et clac, ils font une photo, ils ont des tonnes de photos, ils développent les photos, et ils regardent la forme des gouttes de pluie. Donc voilà, les photos argentiques, c'est moche, hein. Mais vous voyez, elles sont pas rondes, hein. Et si on regarde l'ellipticité, donc si elles sont pas rondes, on peut regarder la grande dimension divisée par la petite dimension. Si c'est rond, c'est la grande dimension égale la petite dimension, donc B sur A égale 1, donc ça c'est rond. Et ça c'est B sur A en fonction de la taille typique des gouttes de pluie. Alors il n'y a pas une stat de fou, hein, je veux dire, parce que ça coûte cher en argentique, mais il y a quand même des stats, et vous voyez que c'est pas du tout rond. Puisque B sur A n'est presque jamais égal à 1.
Alors c'est pas vrai, il y a des gouttes de pluie il y a des gouttes de pluie où c'est égal à 1, dans un petit brouillard mesquin de Normandie, là. Mais un vrai... L'orage Cévenol, c'est par là, hein. Donc l'orage Cévenol, vous avez un rapport d'ellipticité de 0,7. Donc les gouttes de pluie, c'est pas toujours rond, et c'est carrément... Ça peut être carrément elliptique. Et elles sont, on revient, comme ça. Elles sont effectivement elliptiques, mais pas comme ça. Donc, elles peuvent être rondes, un peu aplaties, c'est pas comme ça. Alors, pourquoi... Là, vous voyez qu'il y a une taille caractéristique, je suis physicien, donc moi je suis obsédé par ça. Il y a une taille caractéristique en dessous de laquelle, on était presque à 1 en dessous de 1 de millimètre, et puis ça décroît fortement quand la taille croît. Alors c'est quoi ce 2 mm? Ce 2 mm, on peut construire une échelle caractéristique qui s'appelle la longueur capillaire, alors que moi je note LC, que certains notent kappa-1. La longueur capillaire, c'est en gros la taille pour laquelle on peut comparer les effets de surface. Vous voyez, les effets de surface, c'est quelque chose qui est proportionnel. La tension superficielle, c'est quelque chose qui est proportionnel à la surface. La gravité, le poids, c'est quelque chose qui est proportionnel au volume. Donc si vous avez une surface, un volume, vous avez une longueur qui est cachée derrière. Et cette longueur caractéristique, c'est la longueur capillaire. Et pour l'eau, elle vaut 2,7 mm. C'est pas mal, hein, c'est par là. Alors, et une expérience de la vie de tous les jours qui permet de mettre en évidence la longueur capillaire, c'est l'expérience dans laquelle on fait des différentes petites gouttes sur une surface hydrophobe. Vous voyez que les petites gouttes, c'est des fractions de sphères, là où les grosses gouttes, c'est des flaques d'eau. Donc, les petites gouttes, elles sont sphériques, les petites gouttes de pluie, elles sont sphériques, les grosses gouttes de pluie, elles ne sont pas sphériques. Là, quand même, vous pourriez râler. Vous pourriez râler parce que vous pourriez dire, oui, mais alors si c'est un objet qui est en chute libre, si c'est un objet en chute libre, ça ne sent pas la gravité. Pourquoi il construit une longueur qui compare gravité et tension de surface pour un objet qui est en chute libre? En chute libre, je ne sais pas que je tombe. Une idée là-dessus? Alors en fait, le truc c'est que, oui, pour le centre de gravité, si vous écrivez le centre le mouvement du centre de gravité, vous n'avez pas ce problème-là. Vous avez bien, le truc est quasiment en apesanteur. Mais pourquoi il est en apesanteur? Parce que la résultante des forces de pression hydrodynamique, la traînée hydrodynamique, est égale au poids. Donc la forme, elle va être due à quoi? Elle va être due à la pression de l'air, compensée par la tension de surface. Donc je devrais écrire ça pour la taille caractéristique pour laquelle la goutte est à peu près plate. Mais en fait, je sais que quand j'atteins le régime de vitesse limite, la gravité est égale à la pression hydrodynamique. Donc c'est pour ça que je retrouve la longueur capillaire dans ce problème-là. D'accord? Donc les gouttes de pluie, elles ne sont pas totalement sphériques. Elles sont sphériques quand la taille est petite devant la longueur capillaire et pas sphériques quand la taille est grande devant la longueur capillaire. Alors évidemment, si vous supprimez la pesanteur, vous avez ici une image de Tintin du capitaine Haddock, qui boit du whisky, et il boit du whisky en apesanteur, et le whisky sort de son verre et prend une forme sphérique. Sphérique puisqu'il n'y a plus d'apesanteur, donc on doit minimiser l'énergie superficielle de la tension de surface. Alors il y a quelque chose qui est vrai dans cette manip, mais faux néanmoins, c'est que si on fait cette expérience-là en apesanteur, qu'est-ce qui se passe? Aucune raison que le whisky sorte du verre. Il n'y a aucune raison que le whisky sorte du verre. Donc le whisky, il reste bêtement dans son verre. Alors il prendra peut-être une forme différente parce que le whisky dans un verre sous gravité, il est plat avec des ménisques dont la taille est typiquement la longueur capillaire. Donc quelques millimètres, ça monte un peu sur les bords de quelques millimètres. Donc là, ça pourra monter plus sur les bords, mais ça ne va pas sortir du verre. Et donc si vous voulez refaire l'expérience, et donc voilà une expérience qui a été faite dans l'ISS, faut pas faire comme le capitaine Haddock, il faut mettre de l'eau dans un ballon, et vous voyez plusieurs choses. Vous voyez d'abord que c'est vaguement rond, mais ça met un peu de temps pour prendre une forme vraiment ronde. Alors, on va se poser la question un peu plus tard de pourquoi est-ce que ça a l'air si facile d'avoir des gouttes bien rondes dans le cas des petites gouttes là,
Et puis là, en apesanteur, bah, elles étaient rondes, mais elles ont mis 3 plombes à prendre une forme ronde. Donc on viendra là-dessus un tout petit peu plus tard. Donc voilà, donc en conclusion, à ce moment-là, les gouttes, elles sont rondes quand elles sont petites, elles sont comme ça quand elles sont grosses. Alors pourquoi alors vous n'êtes pas tombé dans le piège, mais pourquoi il y a des gens qui ont envie de répondre ça? Au robinet, effectivement, il y a 2 situations où on rencontre ça. On rencontre ça à la sortie d'un robinet, effectivement, au moment où juste la goutte se rompt. Et on rencontre ça aussi quand on regarde une goutte qui est en train de dévaler sur un pare-brise. Et une goutte qui dévale sur un pare-brise, ça fait vraiment ça. Et ma collègue Emmanuelle Rio, elle a vraiment regardé ça. Le sujet de sa thèse, c'était de regarder le dévalement de gouttes sur une surface et de regarder, en particulier, comment l'angle ici de la goutte dépend de l'inclinaison du plan incliné. Et en fait, ce truc-là, la pointe ici, c'est un genre de cône de Mach. C'est un genre de cône de Mach parce que vous avez le liquide qui doit descendre sous l'effet de la gravité, donc vous entraînez le liquide, mais en même temps, sur les bords, là, le liquide, il doit démouiller. Et donc vous avez une compétition entre 2 vitesses, la vitesse de dévalement qui est fixée uniquement par le poids du liquide, et la vitesse de rétractation des bords qui est fixée par la vitesse de démouillage, un joli problème de physique. Et c'est, en gros, la tangente de l'angle, c'est le rapport entre ces 2 vitesses, comme le nombre de Mach est le rapport de la vitesse de l'avion par la vitesse du son. Donc il y a vraiment un très joli problème qui est là, mais ça on le voit, évidemment la goutte de pluie on la voit jamais, et donc c'est pour ça que on peut avoir des représentations mentales qui sont d'une goutte comme ceci, puisque finalement celles-là on les voit sur les pare-brises et on les voit jamais dans la réalité. Et donc évidemment on les dessine comme ça. Alors, un des trucs qui moi m'intéresse, c'est donc la mort des bulles de savon. C'est mon obsession, c'est la mort des bulles de savon. Donc si on regarde la mort d'une bulle de savon, donc ça c'est filmé avec mes caméras rapides, j'ai piqué la photo sur... Vous voyez, ça se rétracte comme ceci. Ça émet des petites gouttelettes. Ça va vite. Ouais. Moi j'ai juste une question par rapport. C'est quoi le nombre de Mach? Ah, le nombre de Mach, c'est donc c'est le truc, genre les avions, là, Mach 2, Mach 3, Mach, etc. Donc c'est la vitesse de l'avion divisée par la vitesse du son. Donc un avion qui va à Mach 2, il va à 660 mètres par seconde. Et donc, vous avez cette image-là. Donc, est-ce que vous avez une idée de la vitesse du liquide, la vitesse de l'ouverture du trou? Alors, on pourrait regarder 18 000 images par seconde, la bulle, elle doit faire à peu près 10 cm. On pourrait regarder, c'est fatigant, hein, il est tard, donc il y a des gens qui sont payés pour ça, donc on va regarder leurs mesures. Donc voilà des images, c'est des images de la thèse de Pauline Petit à l'Université de Lyon. Elle a soutenu sa thèse il y a à peu près 7 ans. Et donc vous voyez le rayon du trou là, donc elle faisait des demi-bulles parce que c'est plus facile. Donc elle prenait un liquide comme ça, elle prenait un liquide bouleux, j'ai pas amené de paille, elle faisait une demi-bulle comme ça, elle venait la percer comme ceci, et elle regardait, elle mesurait le rayon en fonction du temps. Donc, si vous regardez le rayon en fonction du temps, vous voyez que ça croît linéairement, donc j'ai pas besoin de vous expliquer, ça veut dire que la vitesse d'ouverture du trou est constante. Alors la vitesse du trou, pourquoi ça s'ouvre? Ça s'ouvre parce que vous avez, une fois que vous avez ouvert le trou, c'est exactement pareil que l'image que je vous avais présentée tout à l'heure, vous avez une force parité de longueur qui s'applique ici sur le trou, qui vient tirer. Et donc si ça vient tirer, ça se déplace. Alors, vous savez que si j'ai un objet qui est soumis à une force constante, il ne va pas à une vitesse constante, il a une vitesse qui accélère, il a une accélération constante, donc il accélère. C'est pas ce qu'on voit. Il a un rayon qui croît linéairement avec le temps, il n'y a pas d'accélération dans ce problème-là. Alors pourquoi il n'y a pas d'accélération? Il n'y a pas d'accélération pour une raison simple, qui n'est pas si évidente. Donc la première idée qui moi, m'était venue à l'esprit quand on m'a présenté ça pour la première fois, j'ai dit, oui, c'est normal, il y a de la viscosité, on s'en sort toujours comme ça. Il y a de la viscosité, force constante, on met une force qui dépend de la vitesse, et paf, ça fait une vitesse constante, ça marche. C'est la force de Stokes, par exemple.
Ça marche pas, c'est pas ça. C'est pas ça. Si vous mettez des nombres là, la viscosité, ça joue pas dans ce problème-là. C'est un problème essentiellement inertiel. C'est-à-dire si vous changez 2 fois, si vous mettez un peu d'un pouillème de glycérol pour doubler la viscosité, vous n'allez pas 2 fois moins vite. Donc c'est un problème sans viscosité. C'est un problème purement inertiel. Vous avez tension de surface et inertie, et il faut fabriquer une vitesse constante avec ça. Alors comment on fait ça? Et bien en fait on fait ça en regardant le détail microscopique de ce qui... Enfin microscopique. À petite échelle ce qui se passe. En fait ce qui se passe, c'est quand le trou s'ouvre, il est collecté dans un bourrelet. Le liquide n'a pas le temps d'être distribué sur l'ensemble du film de savon. Donc on ouvre, et donc on a ici un petit bourrelet là qui vient collecter tout le liquide du trou qui est là. Et donc au fur et à mesure de l'ouverture du trou, le bourrelet il est de plus en plus lourd. Donc vous avez une exacte compensation entre, vous avez une force constante, un truc qui est de plus en plus lourd, ça vous permet de fabriquer une vitesse constante. Et donc c'est exactement ça qui se passe. Et donc une fois qu'on a compris ça, alors la mise en équation de ce problème-là est très facile, et on peut montrer que la vitesse d'ouverture du trou, c'est 2 fois la tension de surface, le moteur, divisé par ρh, la masse volumique, c'est inertiel, et h, l'épaisseur du film. Vous voyez que plus le film est épais, plus la vitesse est petite, parce que plus le bourrelet est grand, plus c'est dur de déplacer. Et vous avez bien, ils ont bien mesuré ça, et Pauline elle a bien mesuré ça pendant sa thèse, elle avait V en fonction de H, ici c'est un tracé en log-log, la pente c'est -1,5, exactement comme prévu par ce truc-là. Et les vitesses, oui, j'ai pas insisté parce que j'ai commencé là-dessus. Les vitesses ça va super vite, hein, c'est 4 mètres par seconde. Donc faut vraiment une caméra un peu rapide pour regarder ça en détail. On faisait partie des gens qui regardaient ces bulles de savon. Et une des questions qui nous avait été posée par Stage Bubble quand on a commencé à travailler avec lui, c'était qu'est-ce qu'il faut pour faire des belles bulles? J'en fais une parce que j'aime bien ça. On peut faire ça. Non. On peut jouer avec. Donc voilà, donc Stage Bubble il fait ça. Ça mieux que moi. Hein. Hop. Et il disait des fois ça marche pas. Comme pour moi. Et on voulait comprendre ce qui mettait. Parce que si on demande aux artistes, alors qu'on a fait notre réunion Art et Sciences là, chacun avait sa recette. Alors ils étaient tous d'accord sur le fait qu'il y avait un liquide qui marche mieux que tous les autres, c'est le ferry, qui est un liquide qu'on trouve pas facilement en France, enfin on le trouve sur internet ou dans les magasins professionnels, mais on le trouve pas chez Auchan. Du Gélub, qui est un lubrifiant vétérinaire, et de l'eau. Alors j'ai mis de l'eau déminéralisée, mais on peut prendre de l'eau concentrée. Et les proportions sont là, et je pourrais vous donner les proportions. Et puis il y en a qui mettent de l'acide citrique, il y en a qui mettent de la levure, il y en a qui mettent... voilà. Et on ne comprenait pas du tout, même les bases, quoi. Je veux dire, pourquoi certains mettent de la levure, pourquoi certains mettent de l'acide citrique. On disait, mais la levure, ça va changer le pH, ça va monter le pH, l'acide citrique, ça va baisser le pH. Si vous mettez les deux, ça ne vaut pas... Enfin, on ne comprenait pas du tout. Donc la réponse c'est la levure et l'acide citrique, ça sert à rien. Donc n'en mettez pas si vous faites des bulles. On a tout essayé, on n'a jamais vu l'effet de la levure ou de l'acide citrique sur à peu près sur toutes les mesures qu'on a fait, on n'a jamais compris pourquoi. Donc la seule compréhension qu'on a, c'est sans doute que c'est intéressant d'ajuster le pH des solutions autour de 7 pour quand on passe sa journée à faire des bulles. Mais sinon, sur la stabilité des bulles, ça n'a aucun intérêt. Donc on a vraiment, au labo, on s'est dit, on va prendre ce problème-là comme Stage Bubble, et Stage Bubble il fait 2 types de bulles dans ses spectacles. Il fait des bulles, des demi-bulles comme ça, qu'il empile les unes avec les autres, et là sa problématique c'est que la bulle dure longtemps. Et puis il fait des bulles, il souffle des bulles, alors soit il les souffle, soit avec le truc comme ça, j'en profite un peu. Soit avec le truc comme ça, là, il en fait des grandes.
Et, mais il faut comprendre la recette. Donc nous on s'est dit on va faire la même chose, on va faire deux expériences, on va faire une expérience contrôlée, une expérience dans laquelle on fait des bulles à la surface de l'eau, donc on a une pompe, on souffle, on fait la bulle, on la filme avec une caméra, on contrôle l'humidité et on regarde combien de temps elle vit, le temps de vie. Et puis on fait une autre expérience, on prend un anneau comme ça, on le trempe, on souffle avec un jet d'air contrôlé et on compte les bulles. Et on regarde l'influence des différents paramètres. Alors, d'abord, la concentration en G-lube. La concentration en G-lube, vous voyez ici, donc la première expérience, c'est l'expérience de temps de vie. Vous voyez que le temps de vie en fonction de la concentration, là c'est assez net. Le temps de vie décroît avec la concentration. Donc déjà, il y a un truc que vous avez tous fait quand vous étiez petits, ou vous avez fait avec vos frères et sœurs, etc. On achète du liquide à bulles, il tombe par terre, on essaye d'en refaire, ça marche pas, on en rajoute, ça marche pas, on en rajoute, ça marche pas, c'est la merde. Et ce que ça dit, ce que cette courbe-là dit, c'est que quand même, en termes de temps de vie, si on en met trop, ça marche pas. Elle dure pas longtemps. Alors le nombre de bulles, si vous mettez que du liquide du ferry, là, c'est un peu merdique, hein. Vous voyez, c'est pas très clair, on fabrique en moyenne 0 et 1 bulle. Donc on arrive à faire 1 ou 2 bulles, mais c'est merdique. Par contre, ce qui est assez clair, c'est que vous avez aussi la probabilité d'échec, c'est-à-dire la probabilité que vous ayez 0 bulle. Ça, vous voyez, ça dépend aussi de la concentration, et ça c'est assez net, le résultat c'est les points orange. La probabilité d'échec, elle décroît avec la concentration. Donc quand vous essayez de faire des bulles, si vous mettez trop de liquide vaisselle, le temps de vie est pourri, mais si vous mettez plein de liquide vaisselle, alors la probabilité que vous mettiez aucune bulle, que vous fassiez aucune bulle, est petite. Donc on sent bien qu'il va falloir trouver un optimum, il faut en mettre quelque chose qui est entre les deux, et nous on est arrivé à une concentration optimale qui est de 4%. Donc nous on met 4% de ferri, et 2 ferri dans nos liquides à bulles pour que ça marche. Je dis de ferri parce que si on change le liquide vaisselle, ça change tout évidemment. Alors pourquoi ça change tout? En particulier parce que, pourquoi on ne trouve pas de ferri en France? On ne trouve pas de ferri en France parce que le ferri il est 2 fois plus concentré que les autres liquides vaisselle. Donc pour des raisons environnementales, les gens n'aiment pas vous vendre, parce que les gens, on fait pfff, et je veux dire, qu'ils soient très concentrés ou pas concentrés, il fait pfff, je veux dire, donc c'est pas la peine de vous en vendre un trop concentré parce que vous allez en mettre la même quantité. Donc, c'est mauvais, hein. Donc vous avez intérêt à prendre enfin, si vous voulez faire du liquide, donc il est plus concentré, donc l'optimum à 4%, ça dépend bien du liquide vaisselle, il faut prendre plutôt du ferri. Alors comment ça marche les savons? Comment ça marche les savons? Ça c'est une bonne question. Avant de vous donner l'explication, la première question qu'on pourrait se poser, et qui n'est pas du tout évidente, c'est pourquoi est-ce qu'il faut mettre du savon pour faire des bulles? Et ça, je suis sûr que vous avez, pour tous ceux qui ont fait un peu de tension superficielle, et il y en a plein, vous avez une idée derrière la tête de ça. Pourquoi? Pour baisser la tension de surface. Effectivement, on a vu que ça marche. On prend de l'eau, tension de surface 72, une bulle c'est plein de surface. Donc si on abaisse la tension de surface, ça sera plus facile de faire des bulles. Ça c'est ce qu'on dit tout le temps. Mais vous avez essayé de faire des bulles avec de l'huile? Ça marche pas. Des bulles avec de l'octane, ça marche pas. Des bulles avec de l'acétone, ça marche pas. Des bulles avec de l'hexadécane, parce que vous allez dire, ouais, il y en a qui sont un peu volatiles, ça pète parce que c'est volatile. L'hexadécane, pas très volatile, pas de bulles. Oui. Donc, abaisser la tension de surface, ça ne permet pas de comprendre uniquement la stabilité des bulles. Et vous avez vu, je vous ai dit, la tension de surface des alcanes, c'est autour de 25, la tension de surface de l'eau savonneuse, c'est 35, donc c'est un peu plus grand que la tension de surface des alcanes. Donc si c'était juste abaisser la tension de surface, alors on devrait faire des bulles avec des alcanes de manière très simple. Et c'est pas du tout ce qu'on voit. Donc cette explication qu'on trouve souvent, qu'on donne souvent, elle est juste, mais elle est juste parce qu'on triche un peu dans l'explication. Et on triche un peu parce que les molécules de savonneuse, c'est un peu plus subtil que ça. Et ça, ce dessin, vous l'avez déjà vu. Vous avez une molécule tensioactive, c'est typiquement une tête hydrophile, une queue hydrophobe. Et quand vous mettez les tensioactifs dans l'eau, ils se mettent préférentiellement à la surface, mais pas que. Ils se mettent dans le volume et à la surface, et ils viennent faire une espèce de couche protectrice.
Donc le premier effet des savons, c'est cette couche protectrice. Parce que la plupart des savons qu'on utilise, c'est des tensioactifs qui sont ioniques. Donc cette tête hydrophile, elle est chargée de manière électrostatique. Donc si vous amincissez le film de savon et que la tête rouge vient proche de la tête rouge, si vous avez des têtes qui sont chargées de manière électrostatique, alors vous avez une répulsion électrostatique. Vous voyez, c'est une explication qui est complètement différente que celle que je vous ai donnée en abaissement de la tension de surface. Je vous dis qu'on ne peut pas ouvrir un trou parce qu'on ne peut pas amincir de manière indéfinie le film de savon. Donc ça, c'est une première explication de la stabilité des films de savon. C'est pas la seule parce que des savons, il y en a qui ne sont pas anioniques, ni cationiques. Il y a des tensioactifs pas chargés. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Je pense que dans une école comme ici, il y a plein de gens qui s'intéressent au remplacement des tensioactifs chargés par des tensioactifs pétrosourcés par des tensioactifs biosourcés. Et souvent, les tensioactifs biosourcés, ils ne sont pas chargés. Ils ont une partie hydrophile, une partie hydrophobe, avec des fonctions sucre et des fonctions plus alcales, disons, mais il n'y a pas de charge. Donc ce mécanisme de stabilisation par les charges, qui existe dans plein de films de savon, vous ne l'avez pas dans d'autres systèmes. Mais si vous n'avez pas ce mécanisme, ça va sans doute avoir des conséquences sur la stabilité. Ça va marcher un peu moins bien pour la stabilisation, des mousses en tout cas, que les tensioactifs qui sont chargés. Alors le deuxième effet des tensioactifs, c'est quelque chose qui s'appelle l'effet Marangoni. En fait, si vous avez un tensioactif, un film de savon qui est comme ceci, et que vous l'étirez un petit peu, vous allez avoir une zone au centre où vous avez moins de savon que sur les bords. Si vous avez moins de savon au centre, vous avez quelque chose ici qui ressemble à la tension de surface de l'eau, vous avez quasiment de l'eau pure, et ici quelque chose qui ressemble à la tension de surface de l'eau savonneuse. Donc si la tension de surface est plus grande là que là, alors ça veut dire que vous allez avoir une force à l'interface, une force qui tend à ramener du liquide ici. Et donc vous avez quelque chose qui tend à cicatriser ce qui avait écarté les films de savon. Donc ça c'est le deuxième mécanisme de stabilisation, c'est la par l'effet Marangoni. Alors vous voyez que c'est lié au fait que les tensioactifs abaissent la tension de surface. S'ils n'abaissaient pas la tension de surface, alors il n'y aurait pas ces gradients possibles. Mais il faut qu'il y ait des gradients pour que ce mécanisme rentre en jeu. Mais si on comprend qu'il faut qu'il y ait des gradients pour que ce mécanisme rentre en jeu, alors on comprend qu'il ne faut pas mettre trop de savon. Parce que si on met plein de savon à l'intérieur du film de savon, alors à chaque fois qu'on tire un peu, il y a plein de savon qui vient du film de savon pour se mettre à l'interface, et on perd ce mécanisme qui tend à cicatriser l'interface par ramener des liquides. D'accord? Donc on comprend là qu'il faut en mettre, mais il ne faut pas en mettre trop. Alors on s'est intéressé aussi au rôle du gélube. Alors déjà le nombre de bulles quand on met du gélube, vous voyez, on est passé à 4-5 bulles, donc on a multiplié par 5 le nombre de bulles. Tout à l'heure on avait une, maintenant on a typiquement 5. La probabilité d'échec est absolument toute petite là, c'est-à-dire que dès qu'on met du gélube, on arrive à fabriquer des bulles. L'effet du gélube sur le temps de vie, c'est moche, j'aurais pu vous mettre les données sur la même courbe, ça n'a quasiment aucun effet sur le temps de vie. Donc on rajoute du gélube, ce fameux lubrifiant vétérinaire, on rajoute du gélube, ça n'a pas d'effet sur le temps de vie, mais ça a un effet sur la manière avec laquelle on fabrique les bulles. Alors quel effet ça a ? En fait, le gélube, pourquoi c'est un lubrifiant ? Qu'est-ce que ça a comme propriété ? Le gélube, c'est un long polyoxyéthylène, donc c'est un long polymère hydrosoluble, très long, typiquement 2 mégadaltons. Et donc, comme il est très long, il est aussi très élastique. Vous savez que les chaînes de polymères, ça se comporte comme des petits élastiques. Et donc, quand vous avez typiquement la bulle de savon qui est en train d'essayer d'éclater, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de tirer sur cette pelote élastique qui est le gélube, et lui, il vous ramène le liquide par son élasticité anthropique. Et donc, c'est important de mettre le gélube pour rajouter cette composante de viscosité élongationnelle. Alors, ce qu'on fait parfois, ce que j'ai pas fait aujourd'hui, c'est juste pour les dames qui font pour les gens qui font le ménage, c'est des hommes et des femmes d'ailleurs. Ce que j'ai pas fait, c'est de rajouter du glycérol. Souvent, on rajoute du glycérol. Alors, souvent, vous verrez des recettes sur internet, si vous tapez recette d'huile de savon, les gens vous diront qu'il faut rajouter du glycérol pour rendre le liquide plus visqueux. Ouais, ça c'est pas vrai parce que si vous regardez les quantités de glycérol qu'ils préconisent
Et l'effet sur la viscosité que ça a, c'est peanuts. C'est-à-dire, en gros, vous multipliez la viscosité par un facteur 3-4, alors que vous changez complètement le temps de vie, vous changez complètement, vous changez d'un facteur 100 le temps de vie, vous changez d'un facteur 10 le nombre de bulles, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et en fait, le glycérol, il joue de manière très forte sur le temps de vie. Ici, vous avez la concentration en glycérol en fonction du temps de vie, et vous voyez que si vous passez de 0% de glycérol, vous avez des bulles dans les conditions du labo, qui vivaient typiquement une centaine de secondes, et ici, vous arrivez à avoir des bulles qui vivent plusieurs heures. Donc rajouter du glycérol à la bonne concentration, ça permet de jouer beaucoup sur le temps de vie. Alors pourquoi est-ce que le glycérol, si c'est pas la viscosité, pourquoi est-ce que le glycérol joue sur le temps de vie? Une idée? Mais je suis content que vous n'ayez pas la réponse à toutes les questions, parce que sinon, je veux dire, sinon je ne sers à rien. Le glycérol, ça a deux propriétés. La première... La tension de surface, ouais. Non, la tension de surface du glycérol, elle vaut 63, donc elle est entre... Je veux dire, c'est plutôt pas favorable. Je veux dire, c'est... Vous rajoutez encore un truc qui a une tension de surface un peu grande. Non, le glycérol, ça a une propriété très importante, c'est que c'est hygroscopique. Ça aime l'eau. Et donc, comme ça aime l'eau, ça a une propriété très forte qui est, ça évite l'évaporation du film de savon. Ça garde de l'eau dans le film de savon, et ça, l'évaporation, c'est l'autre truc qui est la catastrophe pour les films de savon. C'est-à-dire, si toute l'eau est partie, ben, vous n'avez plus de bulles. Donc le glycérol, ça joue pour cette raison-là, et d'ailleurs, il y a un article très joli de collègues, donc c'est Physical Review Fluids 2022, un article très joli de collègues de l'université de Lille, qui ont regardé, alors ils n'ont pas fait des bulles, ils ont fait des bulles plus chic que nous, ils ont fait des bulles à armure, donc des bulles à capsule. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé le savon par des petites particules de plastique ici. Donc ici vous avez une bulle, donc vous avez du liquide recouvert par des petites particules de plastique. Et ce qu'ils ont regardé, c'est l'effet de la concentration en glycérol en pesant leurs bulles. Donc ils ont pesé leurs bulles. Donc ils leur bille. Donc ils appellent ça une bille, donc ils mesurent la masse, donc c'est petit, c'est 60 microgrammes, pour différentes fractions de glycérol. Et ce que vous voyez, c'est que si vous n'avez pas de glycérol, c'est la courbe bleue ici, la masse se décroît très vite. Et si vous mettez des concentrations de glycérol ici, par exemple, même 90% de glycérol, votre bulle ici, non, elle prend du poids. Donc si vous optimisez la concentration en glycérol, vous avez une bulle qui ne s'évapore pas, qui ne grossit pas, et ça c'est assez remarquable. Alors eux, leur record, ils ont tenu une petite bille comme ça pendant 465 jours. Alors on peut sans doute faire plus, mais une thèse, vous savez, c'est 3 ans, donc là on est à une demi-thèse, c'est un peu la limite de ce qu'on peut décemment faire comme expérience, quoi. Mais le truc, c'est le glycérol. Donc si vous voulez que ça dure longtemps, c'est le glycérol. Alors ça, vous voyez, ça n'a pas d'effet sur la fabrication des bulles, mais si vous voulez pouvoir jouer avec les bulles pendant longtemps, c'est vraiment très important. Donc nous, on était très contents de ça parce que ça nous a permis, finalement, ça c'est vraiment un travail qu'on a fait et qu'on a publié cette année, ça nous a permis, en travaillant avec ces artistes, de mettre un peu les choses au clair, à la fois dans la communauté scientifique, c'est-à-dire, il y a plein de gens qui font des bulles dans les labos, ils prennent des recettes d'artistes, et au fond, ils sont comme tout le monde, ils véhiculaient des idées reçues on rajoute du glycérol pour la viscosité, sans vraiment s'être vraiment penché sur la question. Et donc ce qu'on a fait là, c'est donner un cadre un peu clair à ce travail sur les bulles. Alors, un truc dont je vous ai parlé assez peu jusqu'à présent, c'est une autre chose dont vous avez peut-être parlé, c'est la pression de la place. C'est le fait que si vous voulez faire une bulle, quand vous voulez faire une bulle, il faut passer, vous n'avez pas le choix, il faut passer d'une situation où vous avez un film plan, voilà, à quelque chose qui est sphérique. Et vous voyez bien que quand vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous faites une expérience dans laquelle
si un film de savon, on a dit que c'était quelque chose qui était sous tension, si vous voulez tordre cette chose qui est sous tension, il faut venir appuyer. Et c'est ce que je fais en soufflant. J'applique une pression sur le film de savon, et cette pression, elle me permet de courber le film et éventuellement de le détacher. Et ça donne le bon ordre de grandeur. C'est-à-dire si je calcule l'énergie que je mets en soufflant, qui est l'énergie de compression de l'air par rapport à l'énergie de surface, ça me donne la vitesse seuil pour laquelle je vais être capable de détacher le film de savon. Et donc on comprend que la pression dans une bulle est plus forte à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, vous le savez sans doute, ça a été modélisé par un physicien qui est Pierre-Simon de Laplace au XIXe siècle. Il a écrit que la pression à l'intérieur d'une bulle, c'est la pression à l'extérieur plus un terme qui est 4 fois la tension de surface divisé par le rayon de la bulle. Et ça dit quelque chose qu'on comprend assez vite, enfin, dont on a une intuition quotidienne assez forte, qui est que si R est petit, la pression à l'intérieur de la bulle est très grande. Si R est grand, la pression à l'intérieur de la bulle est petite. Et ça, on le comprend assez facilement. On en a vraiment l'expérience tous les jours. C'est-à-dire, si je prends un grand cercle et un petit cercle, vous voyez que c'est très facile de fabriquer des bulles avec le grand cercle, c'est plus difficile de fabriquer des bulles avec le petit cercle, parce qu'il faut que j'applique une pression beaucoup plus grande pour faire des petites bulles que pour faire des grosses bulles. C'est ce que dit exactement cette équation-là. Et ça nous permet aussi de comprendre quelque chose qu'on avait vu tout à l'heure, qui est cette idée que les petites gouttes, elles sont sphériques, alors que les grosses gouttes dans l'ISS, elles prenaient des formes un peu merdiques. Parce que les petites gouttes, comme elles sont petites, la pression à l'intérieur est grande, et comme la pression à l'intérieur est grande, c'est comme un ballon bien gonflé. Un ballon bien gonflé, c'est pas déformable. Tandis que les grosses gouttes, comme la pression à l'intérieur elle est petite, alors n'importe quel petit mouvement d'air va pouvoir les déformer. C'est vrai pour les gouttes, c'est vrai pour les bulles. Les petites bulles, elles sont toujours rondes. Les grosses bulles que j'ai fabriquées, vous avez vu, elles prennent des formes un peu patatoïdesques. Donc vraiment, la pression de la place, c'est vraiment très important dans plein de situations. Alors, une autre situation dans laquelle c'est important la pression de la place, c'est le mûrissement des bulles de savon. Donc ça, c'est une expérience faite par Emmanuel Rio au laboratoire. Donc c'est une mousse à 2 dimensions. Et donc vous avez initialement des petites bulles et des grosses bulles. Et quand vous avez des petites bulles et des grosses bulles, ce que vous voyez, c'est que les petites bulles disparaissent au profit des grosses bulles. Et ça, c'est assez compréhensible parce que la pression de la place, ça nous dit que la pression est plus grande dans les petites bulles que dans les grosses bulles. Donc si vous avez une grosse pression dans les petites bulles, une petite pression dans les grosses bulles, donc le gaz va des petites bulles aux grosses bulles. Les petites bulles se vident dans les grosses. Ça, c'est quelque chose que vous savez bien. Alors elle se vide comment ? Par diffusion. Elle se vide par diffusion dans le film de savon. Et ça c'est très important pour quelque chose qui est la bière. J'étais obligé en venant ici. Enfin, pas parce que vous êtes jeune, que vous avez un BDE, non, parce qu'on est dans une école où il y a des gens qui peut-être travailleront dans des brasseries plus tard. Donc quand vous faites de la bière, donc je vous épargne les boissons non alcoolisées, là, ce qui m'a bien que ce soit quelque chose qui nous intéresse, nous, au laboratoire. Au laboratoire, on a un contrat avec Pepsi Cola pour comprendre pourquoi le Diet Pepsi, là, donc le Pepsi Max, ça ne mousse pas pareil que le Pepsi sucré. Et donc c'est des questions importantes. Et ça, c'est vraiment important parce que quand vous achetez du Coca, là, enfin du Pepsi, votre œil, vous versez le verre, et votre cerveau sait qu'on ne vous a pas filé du vrai Pepsi. On vous a filé un Pepsi sans sucre. On n'a jamais envie de... Quand on achète des trucs sans sucre, on veut que ça soit pareil que le truc avec sucre. Tout pareil, sauf le sucre. Mais on veut le même goût, mais on veut aussi que ça ait la même gueule. Et donc ça mousse à mort avec l'édulcorant. Et donc voilà, donc on s'intéresse à comprendre les mécanismes physico-chimiques de stabilisation des mousses d'édulcorant. Bon, mais là je voulais plutôt vous parler de la bière, et vous avez tous remarqué que les bières normales par rapport à la Guinness, ça mousse pas du tout pareil. Alors, pourquoi ça mousse pas du tout pareil ? D'abord, ces bières-là, elles évoluent à cause de ce mûrissement d'Oswald, c'est-à-dire du fait que les petites bulles se vident dans les grosses. Et donc, si on est capable d'empêcher ça, c'est-à-dire si on est capable d'empêcher que les petites
bulle se vide dans les grosses et d'avoir plus qu'à la fin qu'une grosse bulle qui envahit tout l'espace, alors on est capable de faire une bulle très stable. Donc comment on fait dans la Guinness? On fait dans la Guinness en remplaçant le gaz de la mousse par un autre gaz. Donc dans une bière normale, le gaz, c'est du dioxyde de carbone. C'est le gaz issu de la fermentation du houblon. Ce qu'on fait dans la Guinness, c'est qu'on rajoute du diazote. Et on rajoute du diazote, et le diazote, c'est beaucoup moins soluble dans l'eau que le gaz carbonique, essentiellement parce que ça interagit peu, donc c'est petit. Et donc, comme on fait une mousse au diazote et pas une mousse au gaz carbonique, on arrive à faire une mousse très stable. Donc pendant très longtemps, la Guinness, ça pouvait la boire qu'au bar, parce que sous le bar, ce qu'on voit jamais, c'est qu'il y a une bouteille de diazote pour fabriquer cette belle mousse de Guinness. Alors qu'il n'y a rien pour les autres bouteilles. Donc tout l'enjeu a été de trouver un moyen dans des canettes d'avoir un peu de diazote pour fabriquer ces mousses-là. Donc, je vais continuer encore 5 minutes et puis après je vais essayer de m'arrêter pour que vous puissiez aller manger, hein, mais je prévois toujours trop, donc faut pas s'inquiéter. Les bulles sont-elles toujours sphériques? Alors on a déjà répondu à une partie de cette question, on a dit ok, les très grosses bulles là, comme la pression n'est pas très élevée à l'intérieur, elles sont un peu mollassonnes et donc elles se déforment beaucoup. Ok. Alors si on fait des grosses bulles et dans un hangar, on souffle pas, on les laisse bien tranquilles, est-ce qu'elles sont sphériques? Alors ça, mon collègue Christophe Clanet, qui est professeur à l'école polytechnique juste à côté, il s'est posé cette question-là. Donc vous avez Christophe Clanet, donc très chic professeur à l'école polytechnique, qui a acheté une piscine, donc ça c'est son laboratoire, hein. Donc il faut négocier avec les gens de l'administration en disant je veux une piscine, c'est pas pour moi, c'est pour faire des manifs. Donc c'est un moment un peu difficile, mais il a acheté cette... Mais Christophe, il achète aussi des kayaks, des skis, puisqu'il est président de l'équipe de scientifiques qui travaillent sur l'application de la physique pour optimiser les performances des sportifs. Donc il a acheté plein de trucs, donc la piscine c'était pas le plus chelou qu'il ait acheté. Et donc il a regardé la forme des grosses bulles comme ça. Donc il a mesuré essentiellement le rayon des grosses bulles en fonction de H0, la hauteur des grosses bulles. Et si c'était une demi-sphère, vous auriez H0 égale R. Et ce qu'il a montré, c'est que, alors évidemment on ne voit rien à ma courbe, mais ce qu'il a montré, c'est que en gros, si la courbe était sphérique, on serait sur les courbes en très pointillés, et que on n'a pas ça, on a une hauteur ici, H0, qui est plus petite. On a une hauteur H0 qui est plus petite que R, et donc les grosses bulles, quand elles commencent à atteindre des tailles qui sont typiquement 5 mètres de diamètre, elles sont plus rondes. Alors il a fait un modèle, vous voyez, vous avez une courbe rouge. Donc ça, quand vous avez une courbe rouge qui passe au milieu des points, ça veut dire que vous avez un fit et un modèle. Donc il a un modèle pour comprendre ça. Et le modèle pour comprendre ça, c'est exactement la même idée que les gouttes qui, quand elles faisaient plus de 2,7 mm, elles sentaient l'effet de la gravité. Là, c'est de dire, mais quand la bulle elle commence à être vraiment très grosse, on va sentir le poids de la petite couche de liquide. Donc en fait, elle s'écrase à cause du poids de la petite couche de liquide, de la petite pellicule de liquide. Et donc, il a déterminé l'épaisseur des films de liquide. Alors, il a déterminé l'épaisseur des films de liquide en utilisant quelque chose qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'il a percé les bulles, il a regardé à quelle vitesse le trou s'ouvrait, il a utilisé la formule de Taylor-Kulik qui relie la vitesse à l'épaisseur, et il a construit son modèle qui passe exactement par les points. Donc on a cette idée-là que, ok, les grosses bulles, elles ne sont pas totalement sphériques. Alors une question qui est amusante, c'est peut-on faire des bulles cubiques? Je vois que vous en avez sans doute fait, donc là vous en avez sans doute déjà fait, donc maintenant moi je vais essayer d'en faire une devant vous. Donc je sors un cadre en dehors d'une solution d'eau savonneuse. Donc ce que vous voyez, c'est que, évidemment, enfin non pas du tout évidemment, j'ai pas fait du tout un cube. J'ai fait une forme un peu bizarre avec un petit carré au centre. Alors ce qui est assez marrant, c'est que il n'y a aucune raison. Alors est-ce que j'arrive à le faire?
quand je m'entraîne bien... Ah oui, ça c'était pas du tout ça qu'il fallait voir. Quand je m'entraîne bien, je peux faire passer le petit carré de la verticale à l'horizontale. Et ça, la raison, c'est qu'au fond, il n'y a aucune raison que ça soit dans une direction par rapport à l'autre. Donc les deux formes sont énergétiquement équivalentes. Donc comment je vais faire C'est la vraie question. Comment je vais faire? Il y a une tonne de mousse. Pour fabriquer un film de savon. J'aurais dû prendre un bol encore plus petit. Donc, ça marche pas. Non, on refait. Allez. Non, il y a une face qui est pas. Oh. Je voulais éviter de faire ça. Je fais comme les profs, en amphi. Ouais, mais en préparation, ça avait bien marché. Non, mais c'est la misère. Ça, c'est un effet de vieillissement aussi. En vieillissant, on fait moins de manip. Ah. Il y a des tonnes de mousse. Vous voyez que ça me facilite la vie, ça? Voilà. Si, quand même. Donc ici, vous voyez que, en s'y prenant deux fois, un peu plus de ça, on arrive à faire une bulle qui est... Est-ce que c'est cubique, ça? Voilà, maintenant, ça l'est plus du tout. Mais ça n'était pas... ça l'était pas totalement. Elle était un peu courbée comme ceci. Les angles n'étaient pas exactement de 90 degrés. Et ça, on peut le comprendre. On peut le comprendre... en regardant de plus près une forme de bulle. Vous voyez que quand on regarde les formes... Donc ça c'est une mousse prise à l'objectif macro. Vous voyez que d'abord les mousses sèches, donc avec peu d'eau, vous voyez que les films de savon dans la mousse, ils se rencontrent avec des angles bien particuliers. Ici vous en avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous en avez toujours 3, 1, 2, 3, et l'angle ici est toujours bien particulier. Et ça, pour comprendre la manière avec laquelle les films de savon se rencontrent dans une mousse, c'est un vieux problème de mathématiques qui a été étudié au 19e siècle par Jacob Steiner. Et en fait, c'est un problème qui, lui, l'intéressait au moment où on développait le chemin de fer. Et la question qui était posée, c'était comment vous faites pour relier, par exemple, Paris, Nantes, Toulouse et Lyon en posant le moins de lignes de kilomètres de rails. Alors vous avez une solution qui est de faire un rond comme ceci. Et puis vous avez plein de possibilités. Alors parmi les possibilités, vous avez la solution choisie en France, qui est, de toute façon, si vous voulez relier 4 villes, vous passez tout par Paris, là, paf, 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 ça marche. On sent que c'est un peu chiant ça. Hein. Quand vous allez de là à là, on sent... Alors il y en a qui avant prenaient l'avion, maintenant on ne peut plus prendre l'avion, donc c'est chiant. Alors on va pas à Toulouse de toute façon, mais bon. Une autre solution, ça serait de dire, on va faire une croix comme ça, et on va mettre la capitale de la France ici. Alors c'est marrant parce que ici c'est Vichy à peu près. Et donc on a tenté ça, et c'est pas une bonne idée, hein, je veux dire. Donc au moins historiquement, l'idée de faire tout passer par Vichy, c'est pas une bonne idée. Alors on peut tenter autre chose, qui serait de faire ça, et en fait les mathématiques nous disent que c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des lignes de chemin de fer qui se rencontrent ici systématiquement à 120 degrés. Et 3 par 3. Et vous voyez, si vous mesurez les kilomètres, vous avez vraiment un effet sensible. Et c'est exactement ça que vous voyez dans les films de savon. Vous voyez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ils se rencontrent 3 par 3, ils se rencontrent 3 par 3, exactement pour la raison qu'on a dit précédemment. Je veux dire, le système veut minimiser la surface, comme ici on voulait minimiser les longueurs. Donc si le système veut minimiser la surface, il faut qu'elle se rencontre 3 par 3. Alors en fait, il y a plusieurs règles. Ces règles, elles s'appellent les règles de Plateau, du nom du physicien Plateau, physicien belge Plateau, qui est connu pour des problèmes d'astronomie. En fait, il travaillait sur les taches solaires, et à force de regarder le soleil, il est devenu aveugle. Et donc il a fini sa vie avec son fils,
qui faisait les mesures pour lui parce que lui, il était aveugle. Mais avant ça, il avait travaillé sur les lois de Plateau. Et donc les lois de Plateau, elles disent plusieurs choses. Elles disent d'abord que les films de savon se rencontrent toujours dans une mousse 3x3. Vous n'avez jamais 4 films qui se rencontrent comme ça là. Donc c'est toujours 3x3. 1, 2, 3. Quand les films de savon se rencontrent, ils forment des angles de 120 degrés. Ces films de savon, ils se connectent par des tuyaux qui s'appellent les bords de plateau. Et ces bords de plateau, vous avez 1, 2, 3, 4. Et comme vous en avez 4, pour des raisons de symétrie, ils se rencontrent en faisant des angles de 109 degrés 28 minutes. Comme dans CCL4 ou dans CH4. Et donc dans mon cube de tout à l'heure, là, quand tout ça se rencontrait, ça ne pouvait pas faire 90 degrés à cause de ces lois-là. Alors 109 degrés, c'est pas si loin de 90 degrés, donc ça ressemblait un peu à un cube. Mais ce n'est pas un vrai cube à cause des lois de Plateau, qui nous imposent des symétries particulières dans la forme des bulles. Alors, je pense que là, c'est un bon moment pour conclure. Donc, on a fait plein d'autres choses au labo, mais je voulais vous laisser sur le message suivant. Donc, on a vu aujourd'hui, on a reparlé de tension de surface, de loi de Laplace, on a parlé du rôle des molécules tensioactives et on a compris que les tensioactifs c'était plus compliqué que juste abaisser la tension de surface. Et quand plus tard vous serez amené peut-être à formuler des émulsions ou des mousses alimentaires, comprendre la manière avec laquelle les tensioactifs migrent ou pas à l'interface et comment ces tensioactifs naturels ou artificiels stabilisent des mousses à émulsion, ça sera important. Et vous avez compris que leur dynamique vers les interfaces vont influencer la stabilité des choses. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. On a compris le rôle des polymères, et puis on aurait pu parler de la couleur des bulles parce que les bulles, c'est vraiment très joli. Alors on aurait pu regarder une chose qu'on regarde dans l'équipe, c'est, vous voyez, quand on fait des bulles, on voit des espèces de petits zigouigouis comme ça, là. Ces petits zigouigouis s'appellent la régénération marginale, et c'est très important pour comprendre l'amincissement des bulles. Alors, je voulais juste vous conclure pourquoi on fait de la recherche sur les bulles. On sent bien alors, on s'amuse beaucoup, mais évidemment, les bulles, vous en avez partout dans les mousses. Et essentiellement, c'est ça qui est intéressant pour les applications. Donc, vous en avez plein dans l'industrie agroalimentaire. Vous avez la mousse à raser, vous avez la mousse de savon, vous en avez plein dans l'agroalimentaire. Et ça vous le savez. Et par exemple, un des enjeux majeurs chez Nespresso, c'était de faire une mousse de café qui ressemble à la mousse du café normal, faite avec une vraie machine à café. Ça marche pas terrible, c'est-à-dire que le Nespresso, ça mousse quand même beaucoup plus qu'un vrai café. Et la question pour eux, c'était, est-ce qu'on est capable de... Évidemment, on ne va pas rajouter de savon, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter comme granularité de poudre pour stabiliser des mousses de café de manière optimale. C'est ça un des enjeux de la recherche sur les mousses dans le café. Alors, il y a évidemment, je vous dis, les mousses dans l'agroalimentaire, c'est bien aussi. Pourquoi ? Parce que quand même, quand on vend à quelqu'un une mousse, on lui vend de l'air, et ça coûte pas cher. Donc, plus vous mettez d'air dans le truc que vous vendez aux clients, plus vous gagnez du pognon. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc la stabilité des mousses avec autre chose que du savon, et vous voulez éviter de lui faire manger du savon. Donc la stabilité des mousses avec des tensioactifs qui ne sont pas des savons pétrosourcés, c'est important. Vous avez des enjeux, aussi sur les mousses d'incendie. C'est vachement intéressant d'éteindre un incendie avec une mousse. Et quand vous faites une mousse avec un, quand vous éteignez un incendie avec une mousse, c'est vachement intéressant parce que vous mettez beaucoup moins d'eau que si vous mettez que de l'eau, et c'est plus facile. Mais évidemment, ça c'est assez pénible à évacuer par rapport à de l'eau. Donc vous voulez des mousses qui tiennent suffisamment longtemps à haute température, pas facile, mais que vous réussissez à éliminer au bout d'un certain temps. Donc ça c'est aussi un des enjeux d'avoir aujourd'hui des mousses stimulables, c'est-à-dire qu'on peut faire comme ça et qu'on pourrait supprimer comme ça. Donc là, il y a des enjeux de physico-chimie intéressants. Alors après, vous avez plein d'applications dans les mousses solides. Le pain étant un bel exemple de mousse solide dans l'agroalimentaire. Et donc, comment on fait pour tous ceux qui ont essayé de faire du pain pendant le confinement, ils savent que, en général, ça ressemble beaucoup à ça, le pain qu'on fabrique à la maison. Et pour faire des belles bulles comme ça à l'intérieur du pain, ça demande un peu plus de travail. Et donc, comprendre comment se forment les bulles dans un matériau viscoélastique
comme le mélange eau-gluten du pain, c'est quelque chose encore de très intéressant. Au-delà des applications, moi, ma motivation personnelle, c'est de travailler avec des gens. Et donc, je voudrais vraiment insister sur Emmanuel Rio, qui est ma partenaire sur ces questions-là, qui s'entraîne avec Flashbubble ici à faire des bulles dans une bulle. Vous pourrez vous entraîner après si vous voulez. Et puis les doctorants qui travaillent sur ces sujets-là, Laurette Champouni, qui a travaillé sur la stabilité des films de savon. Sa thèse, c'était je prends un cadre rectangulaire, je le tire hors d'une solution d'eau savonneuse. Quelle est l'épaisseur du film de savon que je fabrique et comment ça dépend de la physico-chimie du tensioactif. Ce qui est important parce que ça va impliquer de comprendre comment une mousse se fabrique dans ses premiers instants. Manon Marchand, avec François Boulogne, donc Manon Marchand est doctorante, François est chercheur, on s'est intéressé à la question du frottement des mousses, c'est-à-dire la question, vous avez deux manières de voir ça, c'est une première version cosmétique, c'est je suis dans un bain avec de la mousse, je sors du bain, quelle est la quantité de mousse que j'entraîne en fonction de la nature de la mousse et de la rucosité de la mousse. Vous pouvez le voir de la manière agroalimentaire. J'ai une mousse au chocolat, je sors la cuillère de la mousse au chocolat, combien de mousse j'entraîne avec ma cuillère en fonction de la nature de la mousse. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Et puis Marina Pasquet qui a travaillé sur les bulles de savon sur les films de savon géants et la question c'était est-ce que l'épaisseur, la dynamique de ces grands films de savon est la même que la dynamique des petits films. Voilà, là-dessus, je vous remercie pour votre attention. J'ai emmené de quoi essayer, je vous promets rien, de vous mettre dans une grosse bulle. Mais avant ça, je vous propose qu'on passe aux questions parce qu'après ça sera dégueulasse et je me casse après. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions, sachant que vous pouvez partir? Je sais qu'il est 8h15, je suis pas fâché. On se donne 5-10 minutes de questions, après on arrête, on dit que c'est officiellement fini, ceux qui veulent partir partent, et après ceux qui veulent faire des bulles font des bulles. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. C'est plus sur les gouttes, est-ce qu'on connaît bien les conditions de rupture ou de coalescence des gouttes? Non, alors la coalescence, c'est un truc qui est un peu... qui est des bulles ou des gouttes, c'est un des trucs qui n'est pas totalement clair parce qu'il y a plein d'effets justement pas très clairs de quand les deux gouttes ou deux bulles s'approchent, comment vont se faire les interactions, parce que c'est un couplage assez subtil entre l'hydrodynamique, c'est-à-dire si j'approche deux objets à distance nulle, en fait la force hydrodynamique, si j'approche deux sphères comme ça que je calcule la force due à l'air, elle diverge quand la distance tend vers zéro. Donc ça veut dire que si j'approche deux objets, même très lentement, à un moment donné, ils vont devoir s'aplatir. Donc ils vont résister à l'approche. Ils vont résister à l'approche à des distances dans lesquelles l'électrostatique va commencer à jouer. Donc il y a des mélanges subtils d'hydrodynamique, de physico-chimie, etc., qui font que on n'est pas dans le noir absolu, mais il y a plein de situations où on ne comprend pas bien des choses. Ouais. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur comment on peut utiliser les mousses dans la transition énergétique? Alors, c'est chaud, hein. C'est chaud. Il y avait un collègue à une conférence l'année dernière qui disait « Can we save the world with bubbles ?» Je sais pas. Donc je vais dire clairement que je pense que non. Je vais quand même répondre un tout petit peu plus que ça, c'est-à-dire est-ce que la physique qui intervient dans la physique des bulles et des mousses peut permettre de résoudre par contre des problèmes liés à la transition énergétique? Et je pense que oui, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes liés à ce que je vous ai présenté de manière assez ludique ou en lien avec l'industrie, pas forcément transition énergétique, qui sont en jeu. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, il y a des collègues qui ont travaillé sur l'aérosolisation au moment où une bulle éclate à la surface d'un liquide. Dit autrement, vous avez du champagne, puisque c'était financé par Moët & Chandon, vous avez du champagne, vous avez une bulle qui monte, elle arrive à la surface, elle éclate, et quand elle éclate, elle crée plein de petites gouttelettes qui partent dans l'atmosphère.
moitié chambon, c'est très intéressant parce que ces petites gouttelettes, elles libèrent des molécules aromatiques qu'on sent et ça. Le problème, c'est que c'est la même physique que ce qui apparaît quand vous avez des bulles qui éclatent à la surface des océans. Et quand vous avez des bulles qui éclatent à la surface des océans, elles font pareil, des petites gouttelettes. Et ces petites gouttelettes, elles s'évaporent, et en s'évaporant, là on s'en fout de l'odeur et du goût, etc. Mais elles s'évaporent en mettant plein d'eau dans l'atmosphère. Donc elles contribuent, et l'eau c'est un puissant gaz à effet de serre. La vapeur d'eau c'est un puissant gaz à effet de serre. Donc comprendre ces mécanismes-là, ça permet de comprendre, de chiffrer par exemple la quantité, comment se fabrique, comment l'eau est transférée dans l'atmosphère et contribue à la réchauffement climatique. Donc évidemment ça permet pas du tout de régler le problème de la transition énergétique, mais ça permet de comprendre certains mécanismes liés au réchauffement climatique. Après, je vais donner juste un autre exemple. Quand les films de savon commencent à devenir très très fins, on doit commencer à faire de la mécanique des fluides à l'échelle nanométrique. C'est-à-dire quand les têtes de tensioactifs se rapprochent les unes des autres, alors on voit des écoulements qui coulent à petite échelle. Et comprendre les écoulements à petite échelle, par exemple, c'est important pour comprendre soit la désalination, soit comprendre des choses comme l'énergie bleue, qui est une source d'énergie alternative qui est étudiée de plus en plus. Autre chose, un projet de recherche qu'on a eu là, on a eu un projet de recherche financé par Saint-Gobain. L'idée, c'était l'isolement des bâtiments et l'utilisation de la laine de verre pour isoler les bâtiments dans le contexte de REACH qui interdit certaines molécules. Voilà. Donc, Saint-Gobain a changé son process, a changé le liant qui colle les fils de verre et ça marche moins bien. Donc on a travaillé sur le séchage. Donc le séchage, c'est la disparition des petites gouttes dans un contexte de flux radiatif. Donc je dois dire, et c'est une bonne question, c'est une vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai 50 ans, il me reste, suivant les résultats des manifestations des jours à venir, il me reste entre 12 ans et 20 ans de travail, et dans ce temps-là, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire comme recherche. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2 ans, je faisais surtout des choses qui m'amusaient, et j'ai bien conscience que, étant payé par le contribuable, et étant libre, la question de dire je vais laisser les autres s'intéresser à ces questions-là est une question qui m'empêche de plus en plus de dormir. Ouais. J'avais une autre question. Ouais. Concernant aussi l'eau et les océans, mais aussi sur l'écume, on explique que quand les eaux sont un peu polluées, l'écume tiennent beaucoup mieux à la surface. Eh bien, donc, l'écume de mer, c'est une mousse de protéines qui est liée aux déchets des trucs. Donc c'est un peu comme le blanc de neige, quoi. Donc ça, c'est l'explication à l'ordre zéro de ce que je sais. Et ma collègue Emmanuel Rio, avec d'autres collègues, avec Florence Elias, qui est professeur à l'Université de Paris, ils ont justement un contrat de recherche pour comprendre l'écume de mer. Donc on ne sait pas grand-chose sur l'écume de mer, et c'est justement un des trucs qui les intéresse. Parce que ça pose plein de problèmes, c'est dégueulasse, c'est pas beau, etc. Et en même temps, l'écume de mer, ça permet de piéger à la surface. Vous savez, un mécanisme de purification de l'eau, c'est la flottation. Vous fabriquez de la mousse, les petites particules solides, elles viennent se mettre à la surface de la mousse et vous capturez plein de petites particules à la surface de la mousse. On purifie de l'eau comme ça. Et donc, en fait, l'écume de mer, c'est aussi un moyen. Alors, c'est moche sur la plage, mais c'est aussi un moyen de capturer les microplastiques, etc. Donc c'est une des questions qui les intéresse. Ouais. Moi, j'ai une question sur les ménisques. Ouais. Parce qu'on voit que les ménisques, par exemple, quand on met de l'eau dans du verre, il a tendance à être vers le haut. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que l'interaction avec le verre est plus forte que l'interaction entre les molécules d'eau? Alors, donc il y a un truc qui est les molécules, dans une phase condensée, c'est comme dans les grandes écoles. Et les gens, ils aiment bien être ensemble avec les gens qui leur ressemblent. Et donc, l'interaction OO est toujours plus grande. L'interaction entre deux molécules, l'interaction AA, elle est toujours plus grande que l'interaction AB, quel que soit B. Donc,
on ne peut pas raisonner juste en disant l'eau aime plus le verre que l'eau aime l'eau. Pour comprendre ça, il faut regarder les trois couples. C'est lié. C'est vraiment. Si vous regardez le ménisque comme ceci, vous avez le liquide ici, la vapeur ici et le solide ici. Et ce qui se passe là, c'est vraiment une compétition entre la tension de surface liquide-vapeur, la tension de surface solide-vapeur et la tension de surface solide-liquide. Vous avez les trois énergies superficielles ici qui rentrent en jeu pour comprendre si le ménisque va être vers le haut ou vers le bas. Oui. Je crois que dans une expérience de mesure de vitesse d'éclatement d'une demi-sphère, Oui. on a vu que le rayon augmentait linéairement. Ouais. Donc ça veut dire que, si j'ai bien compris, c'est le rayon du trou, de dessus. Oui. Donc ça veut dire que la vitesse en coordonnées sphériques, elle augmente. Oui, ça veut dire ça. Oui. Et ça s'explique comment ça? C'est le poids du bourrelet? Bah, il faut vraiment regarder. Non, il faut vraiment faire le bilan de force sur le bourrelet et dire que ce qui est fixé par la physique, c'est la vitesse d'ouverture. Je veux dire, si vous faites un bilan, en gros, vous faites un bilan sur un bourrelet qui est sur un film comme ça, et ça va vous dire à quelle vitesse ça avance tangentiellement au film. C'est ça qui fixe, je veux dire, le bilan de force sur ce... Il est moche, mon problème. Hein. Le bilan de force sur cet objet-là, qui vous donne la vitesse, et après c'est la géométrie qui fait que la vitesse dépend de la position. En coordonnées sphériques, pardon. Alors, je vous propose de m'arrêter là, comme ça, ceux qui veulent partir partent. Je vous remercie encore, et puis je vais essayer d'installer ça, et je vais essayer de mettre quelqu'un dans une bulle. Hein.